Et ce soir, on a le grand plaisir d'être avec Alain Chabanon, à côté de moi, du domaine éponyme, comme on dit en bon français, Alain Chabanon, du domaine Alain Chabanon. C'est facile. Voilà, et on va goûter ces vins. Et on a aussi la chance d'être accompagné pour la dégustation de Charlotte, qui est la sommelière du restaurant L'Univers dans lequel on se trouve. Bonsoir. Voilà. Et qui sert les vins du domaine Alain Chabanon. Pour ceux qui ne connaissent pas à Bordeaux, l'Univers, c'est un restaurant très sympathique qui aussi a une carte des vins qui est reconnue comme étant l'une des plus belles cartes de vins de Bordeaux. On y trouve les plus grands vins de France, dont, et d'ailleurs aussi un petit peu. Oui, un petit peu. Voilà. Voilà, des vins étrangers. Et comme il y a les plus grands vins de France, il y a aussi des vins du domaine Alain Chabanon. Et donc, pour la petite histoire, quand on s'est rencontré avec Charlotte la première fois, c'était un jour où l'un des vins d'Alain était servi au verre. Donc, c'était une belle coïncidence, parce que justement, on avait envie de faire ce live tasting ici, à l'Univers. Pour que vous sachiez, il y a aussi des heureux Bordelais ou résidents ou de passage qui vont pouvoir se joindre à nous. Après, on va faire un dîner qu'on appelle en bon français le Winemaker Dinner. Où on va partager un repas élaboré pour accompagner les vins du domaine Alain Chabanon. Voilà. J'arrête de parler parce que ce n'est pas moi qui dois parler ce soir, c'est plutôt Alain et Charlotte. Qui est-ce qui a les vins parmi vous, là? Si vous pouvez lever la main, on sache un petit peu. Agro Macala? Oui, c'est Laurent. 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 Wow. Il y a un autre Laurent aussi, voilà, qui a aussi les vins. Édouard. Ah, Édouard, comment vas-tu? Très bien. Tu as les vins avec toi? Ouais. Ah, super. Exactement. On a Thierry. Ah oui, Thierry qui était avec nous, je crois, à Casbonne. Thierry M. Oui, c'est ça. Mais alors, j'ai ni les vins et ni de caméra sur mon PC. Vous n'allez pas me voir. Tu n'es pas coiffé, c'est peut-être ça aussi, tu ne veux pas montrer. Et Eric, super. Tu as les vins avec toi, Eric? A priori, oui, je crois qu'il a reçu normalement. Ah, super. Ouais, je suis en famille, donc je ne mets pas la caméra. D'accord. Et les enfants, à partir de quel âge ils commencent à boire? Ouais, c'est pour ça que je ne mets pas la caméra. D'accord. Ça pourrait être compromettant. On a ouvert un rouge là, mais bon, on a un petit comité, donc on a ouvert qu'un blanc et un rouge là. D'accord. On a bien reçu just on time. Ensuite, on a iPhone 6. Bonjour iPhone 6. Et Bouzige. Ça doit être Laurent iPhone. Ok. Donc, n'hésitez pas si vous voulez interagir et poser des questions sur les vins. On peut commencer d'ailleurs à se servir pour se mettre en bouche le petit Trélan. Donc, c'est le vin blanc que vous avez dû recevoir. Je propose qu'on se mette en bouche avec ça. Et ensuite, je vais laisser la parole du coup à Alain pour qu'il nous situe un petit peu le domaine d'un point de vue géographique, si tu veux bien, et historique aussi. L'histoire du domaine. Il se trouve et comment il a été créé, quoi. Bonsoir déjà à tous, merci de participer. Donc le domaine, il est situé dans la partie sud de la France, ensuite il est situé en Languedoc et plus précisément aujourd'hui dans l'appellation de Terras du Larzac, qui est une appellation qui est aujourd'hui dont on parle beaucoup et qui nous fait grand plaisir puisqu'on a vécu des dizaines d'années dans l'anonymat tout complet et aujourd'hui on est enfin reconnu, donc ça c'est une très bonne chose. Donc le domaine est à côté du village de Montpérou, qui est une future appellation village qu'on devrait normalement obtenir en 2023-2022 d'après les dernières infos qu'on a. Donc ça, ce sera aussi une bonne nouvelle pour la région et pour le domaine et pour mes voisins aussi de Montpérou. Une reconnaissance supplémentaire du terroir. Ouais, du terroir, et voilà. Domaine créé en 92. Donc cette année, c'est le 30e millésime. Ça fait 29 ans de travail avec les intervalles et ça fait 30 ans de vin au domaine. Voilà, au début, c'était 2000 bouteilles pour commencer. Et puis aujourd'hui, le domaine, si l'année est normale, on doit faire 60-70 000 bouteilles. Voilà, donc on est parti de 2000 et aujourd'hui, on a 60-70 000. Depuis quelques années, on ne fait jamais ça parce que comme tout le monde, on a plein de problèmes climatiques. Et donc cette année, par exemple, on termine la vendange à moins 50% sur l'année d'avant.
Mais bon, on a des collègues qui sont à moins 100%, donc finalement, moins 50, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ok, super. Et au niveau de l'approche dans les vignes, qu'est-ce que tu as comme parti pris Alors moi, je suis écolo depuis quand c'était pas la mode, hein, comme on dit en bon français. Quand j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai fait l'agro à Bordeaux à l'époque. Et au premier cours qu'on a eu quand j'avais 19 ans, le prof, il va au tableau et il écrit « Un sol doit produire toujours plus ». Donc moi, je lève le doigt et je dis « il y a un problème, ce que vous dites, c'est d'une absurdité totale, c'est pas ça un sol. Un sol, c'est quelque chose de vivant. » Pour lui, c'était un substrat où on pouvait, avec de la technique, faire ce qu'on voulait. Donc je lève le doigt, je lui dis « mais ça va pas ce que vous dites ». Et là, la tirade de l'époque, c'était « Chabanon, vous êtes pour le retour à la bougie ». Et donc aujourd'hui, Chabanon, il fait du bio. Et aujourd'hui, on enseigne le bio dans les écoles d'agronomie, et heureusement, et depuis quand même quelques années. Nous, officiellement, au domaine, on est bio depuis 2002, donc ça fait 20 ans. À l'époque, on n'était pas nombreux, et le label bio, il y a 20 ans, c'était même plutôt handicapant, parce que les gens disaient « Ah oui, c'est un vin bio », et ça voulait dire un vin mal fait, mal travaillé, etc., pas stable. Aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup changé. Ça, c'est la partie bio. Au bout de quelques années, on s'est ennuyé en bio parce que dans notre région, avec un climat qui est relativement favorable, le bio, c'était un peu facile. Donc, j'ai rencontré des vignerons de Cheverny qui m'ont enseigné au départ la biodynamie, puisque moi, au départ, la biodynamie, je croyais que c'était une espèce de secte bizarre. Et en fait, ils m'ont montré, expliqué, puis je suis allé en stage et j'ai vu qu'en fait, c'est pas du tout une secte, et c'est plutôt une question de philosophie de la vie, une façon d'apprendre les choses, que de pratique stricto sensu. En clair, la biodynamie, c'est considéré qu'un pied de vigne, il a les pieds dans le sol, la tête dans le soleil ou les étoiles, et que c'est comme un être humain, il faut le considérer en tant que globalité, en tant qu'être à part entière. Donc, dès que vous faites ça, ça change tout, en fait. Ce n'est pas grand-chose, mais ça change tout. Et voilà. Donc, on est en biodynamie, on est certifié depuis la récolte 2011. Donc, ça fait 10 ans. 10 ans, oui. Voilà. Et tu as vu une évolution, du coup, des Alors, les gens, moi, je peux juger, mais c'est difficile. Les gens disent que les vins ont gagné en fraîcheur, en élégance au fil des années. Et les gens les plus motivés disent qu'ils ont une vie qui est plus forte. Après, des fois, on nous dit, c'est quoi la vie d'un vin? La vie d'un vin, c'est quand vous goûtez, vous avez l'impression qu'il se passe des choses dans votre verre. Ce n'est pas un vin, certains vins ils sont très bien faits, mais qui ont une certaine platitude. Apparemment, dans les vins en biodynamie, je dis apparemment parce que je ne veux pas être jugé parti, hein, ce n'est pas à moi à le dire, c'est à vous éventuellement de le trouver. On a l'impression que ça donne quelque chose en plus, une énergie un peu plus positive. Dans les vins, hein. Et au niveau des vignes, est-ce que tu as vu un changement? Alors, nous, on a un système de culture un peu particulier qui est relativement unique, enfin pas unique, mais très rare. C'est qu'on ne donne plus à manger à nos vignes depuis 20 ans. C'est-à-dire, chez nous, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de compost, il n'y a pas d'amendement, il n'y a rien. Chez nous, la vigne, si elle veut vivre, si elle veut se développer, elle n'a qu'une solution, c'est de plonger ses racines dans le sol et d'aller chercher elle-même sa nourriture. Alors ça aussi, ça a l'air de rien, mais en fait, ça permet d'avoir des vins qui ont une vraie minéralité qui vient du terroir et non pas une minéralité facile de ce qu'on amène sur le sol. Même si le compost est bio, hein, ce n'est pas le problème. C'est que je voulais exprimer mon terroir, et pour exprimer le terroir, il ne faut pas donner à manger la vigne. Alors, les premières années, c'est super difficile parce que la vigne, elle n'est pas habituée. Donc, elle maigrit. Et puis, elle comprend qu'il faut creuser. Et quand elle creuse, elle va dans des strates où elle résiste mieux à la sécheresse, évidemment, parce que plus l'enracinement est profond, mieux ça se passe. Quand vous n'avez pas d'engrais dans vos vignes, vous avez moins de maladies aussi sur votre feuillage, donc moins de traitement. Et finalement, nous, on a les mêmes rendements que nos voisins qui mettent du compost. Donc, le système, en fait, est vertueux et je pense que ça appelle une minéralité forcément supérieure dans le vin, minéralité de terroir, évidemment. Il fallait avoir le courage pendant quelques années de perdre un peu des rendements
autant que la vigne, ça s'équilibre s'équilibre. et rentre Oui, c'est ça. en autosuffisance finalement, parce que Oui, ce qu'on lui demande, oui. c'est juste. Exactement. Et c'est ce qu'elle sait très bien faire aussi quand on la laisse, quand on laisse tout l'écosystème qui va autour, parce que c'est important, hein, c'est pas juste la vigne. Oui, c'est l'ensemble. Forcément, c'est l'ensemble de tout ce terroir vivant qui fait qu'on arrive à trouver un équilibre de vie entre la vigne, sa terre, les buissons qu'il peut y avoir autour, les forêts, les champignons au sous-sol, la vie microbienne, et c'est vraiment un tout. Et ça, c'est ce que la biodynamie s'attache à faire et s'attache à respecter. Surtout, c'est tout cet équilibre de vie-là. Exactement. C'est exactement ça pour ceux qui ont peut-être été voir déjà le domaine. Moi, je suis passé aux dernières vendanges, là, au tout début des vendanges, et c'est exactement l'environnement que tu décris, Charlotte, où il y a autour différentes essences d'arbres qui cohabitent, qui amènent un peu de biodiversité. Il y a des chauves-souris qui vont manger les arbres hébergent des chauves-souris qui vont manger les insectes nuisibles. Il y a tout un équilibre qui se fait. Et je peux vous dire que les vignes, elles n'ont pas l'air de souffrir, hein, parce qu'elles étaient en pleine forme quand je suis passé. C'était la fin de l'été. Ce n'était pas un été particulièrement sec cette année. Mais les vignes sont vraiment en pleine forme, alors qu'il y a du sol assez quand même, caillouteux, quoi. Et elles vont chercher en profondeur. Quand on fait des profils de sol, on voit souvent des racines de vignes qui vont jusqu'à 8-10 mètres de profondeur. Parce qu'elle a tout simplement plus le droit d'être feignante. C'est sûr que si on lui donne à manger, si on lui donne tous les engrais, elle est comme nous. Hein. Sinon, on pouvait nous apporter la nourriture tous les jours, tout fait, bien fait. Bon, forcément, on grossirait, on n'aurait pas allé faire nos courses, etc. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, si on arrête de lui donner à manger, forcément, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle fasse travailler ses racines, qu'elles aillent en profondeur pour chercher ce dont elles ont besoin. Parce que sinon, les racines se dispersent de manière plutôt horizontale, voire parfois même remontent à la surface, ce qui ne fait pas, par essence, un bon raisin au final. Donc, Et il y a un autre avantage important de ne pas donner à manger à sa vigne, c'est que comme les sucres, c'est l'alcool futur du vin, les sucres du raisin, sont fabriqués dans la feuille. Donc, plus la feuille est gavée d'azote, donc d'engrais chimiques ou organiques, mais d'engrais, plus elle est développée, plus elle fabrique du sucre. Et donc, plus on a d'alcool. Et chez nous, quand on regarde nos étiquettes, on a plutôt moins d'alcool que nos voisins ou même que les merlots de Bordeaux d'aujourd'hui. Et là aussi, parce qu'on a des feuilles qui travaillent moins. Et comme elles travaillent moins, il y a moins de sucre produit, donc il y a moins d'alcool après. Et on a souvent des cuvées Camprodon où on est obligé, comme on a droit à un demi-degré sur l'étiquette, on est obligé de remonter le degré sur l'étiquette parce qu'on dit, les gens ne vont pas le croire, ils vont dire qu'il y a un truc. Certaines années, le Camprodon fait 12 degrés 3 et on écrit 12,5, alors qu'on aurait le droit de mettre 12. Parce que ça fait suspect, quoi. Les gens disent, c'est quoi cette histoire? Et donc, ça, c'est l'image des Languedoc avec des degrés, tout ce qui est sud de la France, on se dit, c'est des vins forts, à 15 degrés, puissants. Et c'est vrai que oui, je comprends très bien. Les merlots d'ici, aujourd'hui. Les merlots de Bordeaux aujourd'hui font 14 C'est ça, hein. Des années où il fait chaud. C'est super intéressant. Je voulais vraiment qu'on parle de cet aspect assez particulier et singulier du domaine. Alain a vraiment une approche sur la viticulture assez pointue et vraiment unique. Et ça se retranscrit dans les vins. On va peut-être commencer à goûter le blanc. Qu'est-ce qu'on a au niveau des cépages? Alors, c'est le petit Trélan. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu trop petit Trélan. On va voir un petit peu la lumière. Voilà, bon, vous avez la bouteille avec vous. C'est le petit Trélan. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Peut-être, Alain, tu veux nous parler un petit peu de la composition en cépage de ce millésime 2020 et Charlotte pourrait nous parler du vin ensuite. Oui. Donc, rapidement, au départ, le domaine produit du Trélan depuis 1995, qui a grande cuvée avec un élevage de 36 mois, y compris sur un vin blanc. On fait des élevages très longs sur le Trélan. Et avec la biodynamie, on a vu les rendements du domaine augmenter. Et donc, on s'est retrouvé… Augmenter. Alors que… Sans mettre d'engrais. Okay. Si on avait mis de l'engrais, on aurait pu dire que la biodynamie favorise l'assimilation de l'engrais, mais on ne met pas d'engrais. Et on avait des chenins avec des grappes qui faisaient 80 grammes. Aujourd'hui, nos grappes, elles font 200 grammes. Et ça, même à l'école, les profs, ils disent que ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Or, ça existe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça existe. Donc, on s'est retrouvé avec des vignes qui produisaient plus. Et très lent, on en fait 4000 bouteilles chaque année. Et donc, un jour, on s'est dit, quand on a eu régulièrement trop de vin blanc,
on s'est dit on va faire une autre cuvée qui s'appelle Petit Trélan. Donc Petit Trélan, en fait, c'est l'enfant de la biodynamie au domaine. Aujourd'hui, on a planté d'autres vignes pour que ça devienne une vraie cuvée. Mais au départ, on s'est retrouvé avec trop de raisins. Et donc, on a fait Petit Trélan, enfin, on fait Trélan. Trélan, ça vient d'où le nom d'ailleurs? Alors, Trélan, c'est un village sur l'Aubrac lozérien, dont je suis un peu originaire. Et pour ceux qui connaissent l'Aubrac, le sommet de l'Aubrac est sur la commune de Trélan. Deuxième idée, c'est comme c'est aujourd'hui au domaine, on a fini de vendre le 2016 en blanc, en Trélan, avant le 2017. C'est vin qu'on élève très longtemps. Donc, Trélan, c'était l'idée qu'il ne fallait pas être pressé. Donc, ça allait bien, quoi. Donc, voilà pourquoi on a appelé ça Trélan. Et Petit Trélan, bien sûr, parce que c'est Le petit frère du. le petit frère. Ok. Ah oui, alors, Au niveau cépage. Oui. Ouais. Au niveau cépage, Assez original au niveau de l'assemblage. alors assemblage, oui, relativement rare, c'est Vermentino et Chenin. Et sur ce millésime, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc, 2 tiers Vermentino, 1 tiers Chenin. Donc, 2020. Et le Vermentino, c'est un cépage qui a aussi un autre nom. Alors, qu'on appelle le Roll en Provence. Alors en Provence, il y a beaucoup de vins blancs Voilà, qui sont faits à partir de Roll, qui est le même cépage. Voilà, On mais le trouve aussi, le nom est moins joli. Oui. On le trouve en Italie, en Corse, les vins de Sardaigne, de Sicile. Les grands vins italiens sont souvent du Vermentino. Et puis Vermentino, c'est plus joli que Roll. Oui. En plus, quand vous payez des impôts, il y a écrit Roll de l'impôt sur votre fiche. Donc, voilà. Donc c'est pas joli. C'est mieux, ouais. Mais les Provençaux, ils ne sont pas d'accord avec moi. Ils trouvent ça très bien. Et Chenin, qu'est-ce qui t'a pris de mettre ce cépage de la Loire Alors, c'est pas moi, c'est une cave coopérative à côté de chez nous qui a implanté il y a 50 ans, qui a poussé le Chenin. Et aujourd'hui, les grands domaines autour de chez moi, Mas-Julien, etc., ils ont tous du Chenin. Grâce à la copé qui en a fait planter. Et après, des collègues comme, je ne sais pas, Rob d'Anglade ou tout, en ont planté quand ils ont goûté nos chenins à nous. Ils ont planté. Donc, dans ma petite zone, on a 30 hectares de chenin. On a vraiment du chenin. Et le mien a été planté en 88. Oui. Donc, il a quand même déjà 30 ans. 20 et quelques années. 30 ans. Okay. Donc, l'idée de Petit Trélan, vous l'avez compris, c'est d'être aussi élevé moins longtemps et de manière un peu plus simple que son grand frère Trélan. Oui. Aussi pour une buvabilité plus rapide. On peut en profiter un peu plus jeune, parce que c'est sûr que porter les vins 36 mois, on ne peut pas faire un millier de bouteilles. Donc, c'est sûr que logistiquement aussi, c'est plus compliqué pour un domaine. Et Petit Trélan, on peut en profiter plus rapidement, parce qu'on a de la chance en 2021 de pouvoir en boire un Petit Trélan 2020. Ouais. Donc, au niveau de. On n'aura pas la chance de boire en. Oui, en 2021. On n'aura pas la chance de boire en 2022 parce qu'il n'y aura pas de 2021. Voilà. Tous les blancs gelés chez nous, donc il n'y aura pas de blanc en 2021. Donc pas de Petit Trélan l'année prochaine. Donc profitez-en. Oui. Celui-ci. Je peux poser juste une ou deux petites questions? Oui. Ouais, vous disiez tout à l'heure, Alain, qu'à un moment, vous aviez arrêté de nourrir la vigne. Vous avez eu des baisses de rendement, j'imagine, consécutivement à ça, et puis après, c'est remonté? C'est ça a baissé pendant 3-4 ans. Après, c'est remonté. Aujourd'hui, on fait même plutôt plus que des domaines équivalents en qualité, en exigence. Mais pour dire la vérité, quand j'ai commencé à arrêter de nourrir mes vignes, au bout de 2-3 ans, j'ai des copains de domaines connus comme le mien autour de chez moi qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Alain, on a réfléchi, on ne sait pas comment te le dire, mais on est un peu inquiet pour l'avenir de ton domaine. On pense que tes vignes, elles vont mourir et que tu vas avoir des gros problèmes. » Et puis, ce n'est pas du tout le cas. Elles ont retrouvé un autre équilibre et on a les avantages que j'ai cités. Un autre avantage que je n'ai pas indiqué, c'est quand vous avez des racines très profondes. Évidemment, les années de sécheresse, on a moins de sécheresse que les autres. Les années où il pleut 100 mm la veille de la vendange, les racines étant profondes, il y a une grande partie de l'eau excédentaire qui va plus loin dans les fossés, les ruisseaux, etc. Quand vous avez des vignes en surface, pour les gens qui désherbent chimiquement encore leurs vignes, par exemple, s'il pleut 100 mm, c'est la catastrophe parce que le mou est dilué complètement et puis on rend des raisins qui n'ont plus aucun intérêt. Donc voilà. C'est vrai que l'histoire des vignes avec les racines superficielles, j'ai vu par exemple des domaines qui étaient en biodynamie, dans lesquels les vignes allaient chercher en profondeur. Et dans les années très sèches, leurs voisins qui n'étaient pas en biodynamie, juste à côté,
ils ont été obligés de chaptaliser. Alors que c'était une année sèche, chaude, hyper chaude, l'année dernière, pas 2021, 2020, et, en Bourgogne notamment. Il avait fait très chaud, et ils ont été obligés de chaptaliser parce que la vigne s'était bloquée en maturité, parce qu'elle n'avait plus d'eau, elle n'avait plus de moyens de subsister. Elle avait complètement arrêté de faire mûrir les raisins. Et ils ont été obligés, dans une année hyper chaude, de chaptaliser. C'était complètement aberrant, quoi. Et alors que le domaine qui travaillait bien ses sols, et les racines, elles allaient en profondeur. Il y a de l'eau en profondeur, il y en a toujours si la vigne va chercher. C'est vrai que si on lui donne de l'eau en superficie, la vigne est fainéante, hein, elle ne va pas aller chercher, quoi. Et après, oui. Qu'est-ce qu'on a au niveau du verre, là, Charlotte? Après, j'aurais une autre petite question. Je vous laisse. Ah, pardon. Non. Vas-y, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les déguster, les vins. Ah non, si, allez-y. Parce que... J'avais vite fait une autre question pour Alain. À un moment, vous disiez que vous aviez trop de raisins et donc vous avez fait petit élan. Mais la plupart des viticulteurs, quand ils ont plus de raisins, ils font plus de volume et ça ne leur pose pas de problème. Vous aviez pas assez de cuves ou pas assez de… Alors, très lent, c'est élevé dans 2 foudres. D'accord. Ils font chacun 15 hectolitres. Donc, la tradition, c'est que Trélan, c'est 30 hectos et ce n'est pas une bouteille de plus. Ok, donc, d'accord. Chaque année. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez têtu et je n'ai jamais voulu grossir de façon conséquente. J'ai eu la chance de travailler chez Alain Brumont. Si vous connaissez sûrement Alain Brumont, m'a dit pouce cassé. C'est resté un ami, hein, donc je peux dire ce que je veux dire. Et chez lui, j'ai appris, pour moi, qu'il fallait… il fallait rester, je ne dis pas modeste, parce qu'Alain, il a fait des choses fantastiques, mais il a toujours eu envie de faire de plus en plus. Il fait très bien de plus en plus. Donc, moi, chez lui, j'ai appris que je voulais rester petit. Et même la construction de ma cave, je l'ai faite en béton banché sur place pour faire une espèce de structure lourde. Je me suis dit, si un jour tu es tenté de devenir plus gros et d'être plus riche et tout ça, c'est difficile à faire. Si vous mettez du parpaing, c'est facile à grandir une cave. Ma cave, elle est compliquée à grandir. Et dans ma tête, je savais que je ne voulais pas me laisser tenter par les sirènes, comme la plupart des gens se laissent tenter. Donc, très lent, c'est 30 hectos, 4000 bouteilles. Voilà. Oui, parce qu'après, forcément, comme il l'expliquait, cet élevage long de 36 mois en foudre, il faudrait effectivement beaucoup plus de place pour avoir beaucoup plus de foudre et puis garder les vins 36 mois avec beaucoup plus de volume. Donc, ce serait une logistique effectivement complètement différente et impossible dans le format… D'accord. Donc après, effectivement, c'est une autre logique. Et de faire un petit trélan où il y a un élevage beaucoup plus court et une version plus, sans que ce soit du tout péjoratif, mais plus simpliste et moins coûteuse en temps et en infrastructure, c'est tout à fait une suite logique et puis répondre à ce que la vigne offre, puisque les raisins sont là, sûr. Et en faisant quelque chose de… C'est intéressant ce que tu dis, si on parle économie, parce qu'il faut aussi parler économie, parce que quand vous êtes un petit qui démarre et que vous avez démarré avec rien, ce qui était mon cas, bon, j'ai eu les banquiers qui m'ont suivi, heureusement toujours, ils m'ont toujours suivi, mais quand aujourd'hui on commence à vendre un Trélan 2017, en moyenne, la cuvée va être payée dans 6-7 mois, donc en 2022. Et pour faire du 2017, on a commencé à tailler la vigne à l'automne 2016. Donc, vous voyez, on est sur un cycle. Il faut 6 ans et demi avant de commencer à toucher 1 euro de ce que vous avez produit. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de ça. Hein. Moi, des élevages comme ça. Je fais ça parce que quand j'ai appris à l'agro à Bordeaux à l'époque, un premier grand cru classé, c'était 36 mois d'élevage. Aujourd'hui, même les premiers grands crus, il y en a la moitié qui n'élèvent plus 36 mois parce que le comptable leur a expliqué que ce n'était pas une bonne idée. Mais moi, ça, je m'en fous. Donc, comme je suis têtu et que je m'en fous, c'est 36 mois. Et au bout de 36 mois, on met en bouteille et on vend au bout de 6-7 mois de bouteille. Et ça se passe bien et je n'ai pas envie de changer mon système. Donc, tout ça, c'est un système qui fonctionne. OK, merci. Bah, de rien. Bon, alors, maintenant, on a soif. C'est ça, on a envie de le goûter. Là. Très, très aromatique au nez. C'est magnifique parce qu'au nez, on a quand même le Vermentino qui selon moi, prend le dessus sur ces parfums assez exubérants. En même temps, on a quelque chose de très fin qui vient un peu titiller le nez. On soupçonne qu'il va y avoir une belle acidité en bouche. Moi, c'est mon ressenti. Rien connaît. Même si une de fraîcheur. Oui, déjà, ouais. Déjà au nez, voilà, certes, il y a les parfums
assez exubérant et très flatteur du Vermentino, mais il y a quelque chose sous-jacent derrière où on imagine, je fais comme si je ne connaissais pas le vin, qu'il y aura une belle acidité en bouche parce qu'il y a quelque chose qui vient titiller le nez qui paraît assez chatoyant, assez titillant. Non, parce que c'est vrai qu'au début, il y a ce côté exubérant de fruits, et puis il y a des arômes floraux qui apparaissent ensuite, plus délicats, que je n'avais pas forcément au tout début. J'aurais une question par rapport à la conservation. Vous diriez combien de temps pour le très lent et petit très lent alors? Alors, très lent, il y a… Aujourd'hui, on vend encore des très lents 2008 à certains restaurants qui ont des verticales. Ce soir, on va boire une 2008 d'ailleurs au restaurant. Et donc, 2008, chez nous en blanc, c'est encore… Après, c'est pour les gens qui aiment les vins matures élevés. Hein. Si on aime que les vins jeunes, on va trouver que 2008, c'est… Mais il y a des restos, de palette aromatique, voilà. Mais c'est pas le même vin et c'est pas le même plaisir et ça correspondra pas forcément au même type de personne. Si on boit un jeune très lent ou un très lent évolué, après la garde, elle est clairement là. 8, c'est magnifique, mais après, effectivement, c'est un tout autre vin qu'un très lent 2016, par exemple. Mais alors, une grande garde quand même pour les blancs. Et le petit très lent, du coup je dirais 4-5 ans, mais ça peut être 6 ou 7. Oui. Précision, pour les rouges essentiellement, on vinifie pour que les grandes cuvées soient au top à 10 ans d'âge sur un millésime moyen. Donc sur un grand millésime, c'est 15, sur un petit, c'est 7, 8. Mais c'est l'idée aussi, hein, c'est que quand vous élevez 36 mois, il ne faut pas viser des vins qui se boivent au bout de 4 ans, sinon, qui achètent le vin, il faut qu'ils le boivent dans l'année, donc ce n'est pas le cas. Donc même si on élève très longtemps, on vend souvent des vins qui sont trop jeunes quand on les achète. Donc, il faut soit les ouvrir la veille, il faut soit attendre. Si on est… Moi, je ne suis pas pressé. D'accord. Et puis, j'avais une deuxième question. Entre la répartition des cépages entre le petit très lent et le très lent, c'est la même répartition? Non. Alors, c'est une bonne question. Je réponds comme si tout allait bien dans le vignoble chaque année, ce qui n'est plus le cas depuis 5 ans. Donc, si tout va bien, petit très lent, c'est 2 tiers Vermentino, 1 tiers Chenin. Très lent, c'est l'inverse. C'est-à-dire 1 tiers Vermentino, 2 tiers Chenin. C'est-à-dire sur la cuvée de garde, on va utiliser le Chenin en majorité pour porter la durée de vie de la cuvée. Et sur le petit très lent qui est fait pour être plus tôt, on fait l'inverse. Donc voilà, c'est 2 tiers, 1 tiers, inversement. Il y a une différence de… Non, parce que le chenin a une acidité qui, en règle générale, porte admirablement les vins. Il faut savoir que l'acidité, la teneur en acidité dans un vin, c'est un grand facteur pour la garde, un facteur très important, qu'on soit en rouge ou en blanc. Hein. C'est quelque chose que les vignerons regardent beaucoup, puisqu'on sait que ça aide à porter les vins dans le temps. Et donc, voilà, un grand atout pour un vin blanc de garde. Vous connaissez sûrement les grands vins blancs de la vallée de la Loire, qui sont pour beaucoup, alors suivant où on est dans le vignoble, hein, mais il y a beaucoup de 100% chenin qui vieillissent juste magnifiquement bien. Donc c'est vrai que c'est un super cépage blanc pour la garde, qu'on connaît malheureusement un peu moins que le chardonnay, par exemple, qui est plus un cépage star. Et pourtant, le chenin, enfin, moi, c'est sûrement mon cépage préféré, donc je suis un peu déformée par mon affect, mais voilà. Et je pense, mais Alain le dira mieux que moi, mais que le Vermentino a donc l'avantage pour le petit très lent d'avoir ces parfums qui sont très faciles à appréhender, à aborder. C'est des très jolis vins de suite qui offrent un plaisir relativement immédiat. Et on garde aussi des pH, donc des acidités fortes. Ouais. Chez nous, on fait du 30 hecto-hectares en blanc maximum. Donc là aussi, rendement, il faut relativiser. À l'époque, on disait le Languedoc, vous avez tous entendu, gros rendement. Aujourd'hui, la région de France qui produit le moins, c'est le Languedoc et encore plus le Roussillon. Les grands domaines du Roussillon, quand ils font 20 hecto-hectares, ils sont contents. Je ne vais pas vous dire les chiffres des autres régions, parce qu'on peut dire les Champenois, par exemple, parce que là, on n'a pas du tout en concurrence sur quoi que ce soit. Champagne, certaines années, on en fait en rendement équivalent à ce qu'on fait ailleurs, ils sont à 100 hecto-hectares. Quand nous, on est à 20, 30, 35 maximum. Donc voilà, il y a tout un référentiel qui a changé. Et voilà.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur nos vins, même des blancs, petit rendement, on a des pH, pour ceux qui savent, de 3,2, 3,3, ce qui sont des pH de vin de Bourgogne. Donc là aussi, on peut avoir des fraîcheurs équivalentes. C'est vrai que souvent dans le sud, on a des pH un peu plus élevés. On avait. Parce que je pense que le réchauffement climatique affectera plus des régions auxquelles on ne pense pas d'emblée que des vins du sud où on a des cépages quand même qui, le Grenache, le Mourvèdre, le Carignan, ils connaissent la chaleur, quoi. Les Pinots Noirs, ils ne connaissent pas la chaleur. Et les Merlots, dans les régions plus chaudes aujourd'hui qu'avant, souvent, ils arrivent trop tôt à maturité. Cabernet seront moins impactés parce qu'un Cabernet, ça mûrit 2-3 semaines après un Merlot. Donc, voilà. Donc, il y a des régions où, avec les Merlots, ça va être un problème. Qu'on aura moins chez nous, paradoxalement, ces régions les plus chaudes qui seront les plus favorisées dans l'avenir. Avec des pH beaucoup plus hauts, oui, qui vont un peu plus déséquilibrer les vins, moins bonne conservation, plein de facteurs. Effectivement, ouais, sur un vin blanc pour le Languedoc, 3,2, 3,3, c'est un pH qui est assez bas. C'est un peu le rêve de tout vigneron d'avoir un pH comme ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, les pH, c'est aussi entre ça, le plus bas 3,1, 3,2, jusqu'à 3,6, 3,8. 4. En Afrique du Sud, on avait des vins qu'on appelait des 4x4, les 4-4, comme les voitures 4x4, parce que ça se mesure différemment l'acidité. Il y avait 4 de pH et 4 d'acidité. On mesure en HDSO4, on appelle ça des 4x4. Quand c'est des zones très chaudes, des pH qui montent très haut, jusqu'à 4. Et là, ça fait des vins qui sont déséquilibrés, qui ne tiennent pas dans la durée. Et donc, c'est super d'avoir ce pH maintenu sage, quoi. Super vin, en tout cas, en bouche. Oui, en bouche, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Il y a une très jolie mâche. C'est riche, mais juste ce qu'il faut parce qu'on a effectivement cette belle acidité qui vient pour moi, clairement porter la bouche. On finit sur quelque chose d'aérien. Et c'est magnifique parce que pour moi, c'est juste parfumer ce qu'il faut tout en ayant une belle finale assez sapide que je trouve qui donne envie d'en reboire un coup. D'en reboire, de manger aussi. Alors là-dessus, ce que tu dis justement, moi, au domaine, j'ai voulu faire ce qu'on avait toujours fait avant, c'est-à-dire le vin dans la tradition européenne, donc espagnole, italienne, française, c'était fait pour aller à table. Après, sont arrivés les pays, par exemple, du Nouveau Monde, qui font des très jolis vins aussi. Sauf que là-bas, c'est plutôt des vins faits pour être bu, même les rouges, à l'apéritif avec des copains. Et on ne fait pas les mêmes vins. Donc, à une époque, on s'est fait un peu doubler par la réputation de ces pays-là. Parce que quand vous faites un rouge pour boire avec des copains dehors, sous la tonnelle, il faut des vins qui n'ont pas d'amertume, parce que sinon, ça ne passe pas. Or, l'amertume, elle est essentielle sur un vin rouge quand elle est maîtrisée pour aller avec un plat. Il faut des vins qui soient sucrés quand vous buvez un rouge à l'apéritif avec des copains. Il ne faut pas d'amertume, donc il faut des tanins très assouplis. Il faut un peu de sucre. Donc, il faut le contraire de ce que nous, en Europe, traditionnellement, on faisait. Et donc, au domaine, nous, on insiste là-dessus. Nos vins, ils sont faits pour aller à table. Ce n'est pas des vins... Enfin, ils sont faits pour s'exprimer à table dans la tradition européenne, je ne dis même pas française, européenne. Même les blancs? Oui, même les blancs. Ah oui, vous verrez très lent. Si un jour vous goûtez très lent, c'est vraiment un vin pour un sommelier pour se régaler avec ses clients. C'est vraiment un vin pour manger. Ce que je trouve super par rapport à ce que tu disais, Charlotte, sur le côté aérien au final et tous les arômes, je trouve que ce qui est très appréciable, moi ce que j'aime beaucoup dans Petit Trélan, c'est que ça met les papilles en éveil, oui, ça réveille tout le monde et du coup on a envie de mettre quelque chose en complément, un petit plat, des petites préparations, même de goûter autre chose, donc c'est super. Mais après, bien évidemment, là s'il y a quand même un vin qu'on peut boire par lui-même comme ça, Petit Trélan 2020, c'est parfait, c'est sûr. C'est un magnifique vin d'apéritif, mais moi, ça me titille les papilles, ça met tout en éveil. Et c'est vrai que aussi, j'ai envie de manger. Après, je tourne manger. Et le Chenin n'est pas dans l'AOC, j'imagine. Donc, vous êtes en vin de France? Alors, nous, on est en vin de pays. Vin de pays, d'accord. Alors, des fois, les années où ils nous embêtent, on est en vin de France.
Mais après, on a choisi une voie médiane, c'est-à-dire pas être en opposition frontale. Pour l'anecdote, le chenin aurait dû être dans l'appellation Languedoc à une époque. L'INAO était, il y a 30 ans de ça, était prête à l'accepter parce que vraiment, il réussissait très bien. Et puis, il y a eu un changement politique à la tête de notre syndicat. Et le gars qui portait le chenin, qui était le président de la COP de Saint-Saturnin, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est eux qui avaient poussé le chenin, qui nous ont fait planter à l'époque. Et quand le gars a été blackballé pour des raisons politiques, il n'y avait plus personne auprès de l'INAO pour pousser le chenin, puisque les Languedociens d'ailleurs qui n'avaient pas de chenin, le chenin, ils n'avaient rien à faire. Et donc le chenin a été repoussé. Et là, aujourd'hui, le syndicat des terrasses du Larzac vient de relancer un projet de terrasse du Larzac blanc, parce qu'il n'y en a pas pour le moment, et dans lequel le chenin serait inclus. Donc l'autre jour, Trélan a été dégusté, entre autres, par des Master of Wine pour montrer à l'INAO que le chenin avait tout à fait sa place dans le Languedoc. Il est à Limoux, donc il n'est pas loin, le chenin. Et en Afrique du Sud, qui est un pays chaud, il y a des milliers d'hectares. Tout à l'heure, il y a tous les domaines reconnus de cette région ont du chenin blanc et tous sont du coup aussi forcément en vin de France. On parlait de Main-Julien, par exemple, en blanc, voilà, c'est un vin de France. C'est dommage parce que c'est tous ces domaines-là, dont Alain, évidemment, dans le domaine d'Alain, font partie des étendards de l'appellation, des fiertés qu'on peut avoir sur ces terroirs-là. Et finalement, du coup, malheureusement, par exemple, un cépage en l'occurrence qui n'est pas reconnu et qui fait que… Et même, vous savez que nos vins, quand vous êtes en appellation ou en même pays, les vins sont dégustés chaque année par des commissions de dégustation. Vous avez dû l'entendre dire, parce qu'il y a plein de vignerons de la Loire, notamment, qui ont retiré leurs vins des appellations, parce que quand vous mettez des vins un peu différents en dégustation, souvent, ça ne passe pas. Et moi, quand je donne mes vins au bout de 30 ans de métier, je suis comme un gamin. Quand j'attends le résultat, j'ai peur quand je vois le mail d'arrivée du truc. Et là, je vois écrit, le vin a été rejeté. Ce n'est pas possible. Nous, on vend 30 € la bouteille en blanc, qui est rejeté par un comité de je ne sais pas qui. Et donc, beaucoup de copains, ils se mettent en vin de France. Comme ça, il n'y a que le consommateur qui dit, moi, ça me plaît, j'achète. Et ces gens-là, ils nous disent, ah non, votre vin, il n'est pas bon. Alors que le vin merdique de négoce à 3 €, il trouve très bon. Donc, c'est un peu compliqué tout ça. Cela dit, les appellations, je ne jette pas tout. S'il n'y avait pas eu l'INAO en France à partir de 1930-35, on n'aurait pas ce système d'appellation, et notamment en Bourgogne, on n'aurait pas tous les climats bourguignons s'il n'y avait pas eu l'INAO. Et donc, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Sauf qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il s'adapte un peu et que les vins un peu différents ne tombent pas dans la trappe à chaque fois. Non, c'est intéressant. Ce que tu disais par rapport à l'Afrique du Sud, effectivement, c'est un pays où il fait chaud, on ne peut pas dire. Oui, et il y a beaucoup de chenins. C'est le pays où il y en a plus. C'était le cépage le plus planté. C'était le plus de chenins au monde et c'était le cépage dominant pendant des années. Et pour ceux qui se rappellent, on avait fait un live testing avec le domaine Mulineux un peu plus tôt dans l'année. Et on avait dégusté un chenin qui était délicieux, qui montre que ce n'est pas du tout exubérant trop, c'est pas lourd, qu'il y a beaucoup de fraîcheur. C'est pareil, c'est dans une zone assez chaude de l'Afrique du Sud, où les vignes sont des vieilles vignes en gobelet et qui vont chercher en profondeur. Parce qu'elles ont, et donc, ça fait le parallèle, je trouve, avec ce que tu disais. C'est pour les fidèles Winefinders qui ont participé à ce live testing, ils s'en souviennent. Je propose qu'on passe au rouge, parce que je vois que l'heure tourne, et qu'on déguste l'Esprit de Foncaude, ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu trop lumineux. C'est l'Esprit de Foncaude. On est sur le millésime 2016. Tout le monde a ça avec lui? Laurent, Édouard, vous avez du 2016 avec vous? Esprit de Foncaude? Oui, on a. C'est le même millésime? Oui. Voilà. Et donc là, évidemment, on parlait de 20 pays, appellations. Là, on est en appellation Languedoc-Montpérou. Dans ma gamme, c'est le seul vin qui est en Languedoc-Montpérou. Donc, c'est le futur AOC Montpérou tout court. D'ici un an ou deux, quand on aura enfin l'appellation. Pour la petite histoire, c'est historiquement la première des grandes cuvées du domaine. L'Esprit de Foncaude, il a été créé en 1994 et c'est toujours à peu près moitié Mourvèdre, moitié Syrah. On adjoint un petit pourcentage de Grenache parce que l'appellation Montpérou nous demande d'avoir 3 cépages. Donc, comme on est obéissant, on met 5% ou 7% ou 8% de Grenache.
Mais il faut retenir, c'est en gros moitié Syrah, moitié Mourvèdre. Donc, on choisit notre plus belle Syrah, notre plus beau Mourvèdre pour faire Esprit de Foncôte. Élevage 36 mois, comme on a dit. Alors, sur Esprit de Foncôte, c'est 24 mois en foudre, des foudres de 30 hectolitres et 12 mois en cuve. En fait, on fait 6 mois de cuve inox après vinif, 24 mois de foudre et 6 mois avant la mise en bouteille, on sort des foudres de la cuvée Esprit et on met en bouteille 6 mois après. Esprit, c'est 2 foudres de 30 hectos, comme on disait tout à l'heure, Trélan, c'est 2 fois 15 et Esprit, c'est toujours 2 fois 30, sauf que les années où on n'a pas assez de vin. Mais donc, c'est normalement 7800 bouteilles sur chaque millésime. Et là, on goûte donc 2016. Des foudres qui ont un certain âge. Oui, des foudres qui maintenant ont 7 ou 8 ans, donc qui apportent sur le côté micro-oxygénation. Mais je n'ai jamais aimé qu'il y ait trop de bois dans les vins. Il faut que... Alors aujourd'hui, c'est un discours qui est tenu par tout le monde, mais des fois, on est encore surpris de goûter même des vins très réputés où il n'y a que du bois dans la bouteille. Donc là, les gens vous disent, mais le plaisir arrivera. Mais quand il arrivera? Et des fois, on n'est pas sûr qu'il arrive. Parce que le bois a un côté desséchant quand même. Donc là, voilà, le but avant tout, c'est d'avoir une micro-oxygénation, que le vin évolue patiemment dans ses foudres, mais pas de boiser la cuvée sans bois. Je vais encore dire un petit truc. Chez moi, j'ai du mal à dire chez moi, mais au domaine, on a toujours aimé les vins qui sont plutôt dans l'élégance, la finesse. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est le discours absolument général, même les gens qui font des vins très alcooleux, très chauds, très tout ça, ben, on passe un peu inaperçu puisqu'on a tous le même discours. Mais il faut se rappeler que quand les vins étaient notés par Robert Parker, ils sont toujours notés, mais aujourd'hui, ça voit moins d'importance. Eh ben, mes vins avaient toujours des notes qui n'étaient pas bonnes parce que Robert Parker, il a les goûts, il a le droit d'avoir ses goûts, hein, ce n'est pas un problème. Sauf qu'il aimait le contraire de ce qui est un esprit de Foncôte. Ce qui met les vins un peu sucrés, avec beaucoup de tanins, avec beaucoup des vins un peu californiens, beaucoup d'alcool. Et donc, chaque fois, on chopait des notes qui étaient correctes. On avait des 92 et 93. Ça paraît bien, mais 92, 93, commercialement, ça ne sert à rien. Si vous attrapez un 96, ben, tout est vendu et le prix double. Et nous, il n'a jamais, ce n'était pas son type de vin. Aujourd'hui, c'est ce type de vin que les gens veulent boire. Donc, on avait raison un peu trop tôt. Mais il vaut mieux avoir raison après que jamais. C'est sûr. En termes d'aération, vous conseillez quelque chose, d'ouvrir plutôt à l'avance? Combien de temps Toujours, oui. Sauf si on est si on a la chance de goûter un très vieux millésime. Mais là encore, 2016, ça va avec la philosophie d'Alain qui a envie que les vins vieillissent patiemment. Ils sont taillés pour la garde. Donc, c'est sûr que 2016, ça reste encore un jeune bébé. Hein, c'est vrai, c'est un vin qui a 5 ans. Donc, l'idéal, oui, c'est d'ouvrir dès qu'on sait qu'on veut boire le vin, de l'ouvrir, que ce soit dans l'après-midi pour le soir. D'accord. Voilà, mais toujours ouvrir, toujours goûter, éventuellement carafer, c'est encore mieux si on peut le faire. Ça ne fait qu'aider le vin on lui met un petit coup de pouce, on lui donne une petite aide supplémentaire pour être un peu plus le reflet de ce qu'il pourra être dans un peu plus longtemps si on avait eu un poil plus de temps pour l'ouvrir. Et en termes de température de service? Moi, je suis très jusqu'au boutiste là-dessus. Je pense que c'est très important. Il faut surtout ne pas servir les rouges trop chauds parce qu'on a vite tendance à avoir l'alcool qui prend le dessus et ça déséquilibre énormément un vin. C'est ce que moi, je fais toujours attention, peu importe en face de qui je me trouve, un néophyte ou un très, très grand dégustateur, parce que même le néophyte, il faudrait pouvoir lui faire goûter un vin rouge trop chaud, un vin rouge trop frais aussi, et un vin rouge à parfaite température. La dégustation, il y a un monde entre les dégustations. Avoir une température juste, c'est très important parce qu'on va avoir le bel équilibre entre le fruit, l'alcool, et le but, c'est que le vin soit équilibré. Et malheureusement, c'est très souvent qu'on goûte les rouges à température de pièce. Alors, à température de pièce, c'est rarement bien, quoi, sauf si on n'a pas le chauffage chez soi. Mais ça fait plaisir, je dis ça, Charlotte, parce qu'on a
toujours tendance, il y a une expression qui dit qu'il faut que les vins soient chambrés. C'est ce que j'allais. Et c'est ça, je pense, qui fait que les gens les mots de la bouche, parce que c'est ça. Ouais. C'est de là que ça vient, je pense, et on a beaucoup de gens. Mais parce qu'à l'époque, cette expression, elle date du Moyen-Âge et il n'y avait pas de chauffage. Donc on disait chambrer les vins parce que c'était la pièce où il y avait la cheminée, ça permettait de mettre les vins à une température qui est juste, effectivement. Mais maintenant, alors, même, moi, je trouve l'image de mon grand-père qui me disait, bah, tiens, faut laisser le vin dans la pièce et on le met. Mais gros, c'est rare parce que maintenant, on est chauffé tous à au moins 20 degrés. Bon. Mais idéalement, un rouge comme celui-ci, il faudrait l'ouvrir, le servir à 16. Ça prendra très vite 2 degrés dans le verre, mais en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Il ne faut pas mieux avoir les vins un tout petit peu trop froids. Un tout petit peu plus frais. Parce qu'ils se réchauffent rapidement. Voilà, alors que si c'est chaud, on ne peut plus le refroidir. Ça se réchauffe encore plus vite dans un restaurant et ça, voilà, c'est important. Avant de décrire Charlotte le vin, je vais juste vous faire de la pub pour un salon qui a lieu en début d'année à Paris, qui est un salon ouvert aux particuliers qui s'appelle Vinapogée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc Vinapogée, ça a été créé par Hervé Bizel du Clos des Fées. Ça s'appelait Salon des vins matures. Alors c'était un jeu de mots par rapport, parce qu'on a une certaine opposition avec les vins de nature. Et donc Hervé avait dit on va faire les vins matures. Après mature, ce n'est pas très joli, donc maintenant ça s'appelle Vinapogée. Donc, on est cette année 31 vignerons de la France entière. En Champagne, c'est Bollinger, à Bandol, c'est Terre Brune, il y a Pibarnon aussi, moi en Languedoc, enfin, on est 31 d'un peu partout. Ça coûte, je ne sais pas, 30 ou 40 € l'entrée, mais on a toujours des invitations à vous faire parvenir. Et c'est un salon qui est formidable parce que vous goûtez des vins qui ont 10 ans minimum d'âge. Et quand est-ce de nos jours qu'on peut boire des vins de 10 ans minimum? Qui sont des vins, voilà, a priori prêts à boire, et comme le vigneron, on aimerait qu'ils soient toujours bu. Moi, j'avoue que je suis la reine pour prôner les vins à juste maturité, et moi, je suis comme Alain, je pense, quelqu'un de très patient, donc j'arrive à faire ça à titre privé, à garder mes vins, j'ai aucun problème à les oublier, mais je sais que c'est difficile pour beaucoup. On n'a plus trop cette culture-là maintenant, où on va un peu le tout très vite. Après, je sais bien aussi qu'il faut avoir les bonnes conditions. Hein. Tout le monde ne peut pas, dans un appartement, faire vieillir les vins. Il faut avoir une infrastructure pour, une bonne température, une bonne hygrométrie. Enfin, c'est compliqué, évidemment, de faire vieillir les vins. Mais malheureusement, on boit beaucoup trop de vins trop jeunes et on passe à côté. Hein. Moi, en étant sommelière dans un restaurant, des fois, je me dis oh, mon Dieu, mais quel sacrilège d'ouvrir cette bouteille. Les gens qui mettent parfois très très cher dans des bouteilles et où effectivement, mais c'est dommage parce qu'on passe à côté du vin, quoi. Donc, pour revenir là-dessus, effectivement, j'ai fait une fois un salon Vinapogée et j'ai trouvé les vins excellents, effectivement. Ouais. Et justement, de ce qu'on voit, on a l'impression quand même que les gens veulent boire plus vite les vins, et notamment c'est ce qui se passe à Bordeaux où les vins sont de plus en plus abordables rapidement. Et moi, je vois dans mon expérience, j'ai gardé beaucoup de vins très 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 longtemps. J'en garde encore, mais plus ça va et plus je me dirige vers des vins qui sont à boire dans les 3, 5, 6 ans, plutôt que 10, 15 ou 20. Et est-ce que, je sais pas, où est-ce que vous allez, vous, Alain, là-dessus? Parce que il va probablement y avoir de moins en moins de gens prêts à acheter des vins pour les boire dans 15 ou 20 ans. Non, moi je suis un âne batté, je dis, vous savez. C'est têtu, ouais, c'est ça, c'est le côté têtu. Non, voilà, on me met dans le sillon, on me met le bas sur les yeux, et au bout de 36 mois, donc voilà. Après, si vous avez goûté la Esprit 2016, vous verrez qu'on n'est pas ni dans la surpuissance, ni dans les. Alors, ça peut se boire aujourd'hui, il y a une super fraîcheur. Et ça peut se garder. Oui, c'est très digeste déjà. Là, on n'est pas du tout écœuré en train de te dire, oh mon Dieu, on a un alcool trop, c'est trop prenant, on a des tanins asséchants, pas du tout. Je pense que vous êtes quand même d'accord pour dire quelque chose de très fin, il y a une belle buvabilité. Oui, moi, j'ai pas de mal à imaginer que ça peut durer très longtemps, mais voilà, c'est pas. Mais ça peut se boire relativement rapidement, 5-6 ans, quoi. Oui. En 2016, ça peut se boire aujourd'hui. Il faut l'ouvrir un peu avant. Oui, il faut l'ouvrir un peu avant. Et idéalement, c'est vrai que là, moi, ce n'est pas ce que je décris comme un vin d'apéritif. J'ai typiquement envie de quelque chose qui peut suivre derrière, que ce soit une viande rouge ou si c'est une viande blanche qui a un jus plus relevé. Il y a plein d'accords à faire, mais il faut que, ça peut être des champignons, ça peut être, mais justement, ça prend toute sa mesure avec un bel accord mets et vin. C'est plus facile aussi de révéler le vin peut-être un peu plus jeune.
que ce que toi tu estimes qu'il devrait être. Mais voilà, on peut entre guillemets tricher avec des beaux accords qui vont juste, on va prendre un plaisir fou à boire le vin maintenant et avec tel plat, par exemple. Surtout que ça doit être assez versatile en termes d'accords, parce qu'on a à la fois une certaine puissance quand même, une certaine structure, mais beaucoup de ça reste fin, c'est pas lourd, ça reste très... Une bouche avec une belle buvabilité, ça reste aérien, ça reste... Vous avez dans la revue du vin de France, pub gratuite du mois de novembre, là, qui vient d'arriver chez vous peut-être, sinon regardez-le, même sans l'acheter chez le marchand de journaux. Vous verrez, il y a un dossier sur les vins sans sulfite, mais ce n'est pas ça que je voulais que vous regardiez. Il y a Pierre Casamayor, qui est un gars de Toulouse, qui commande pour la RVF depuis 40 ans, que moi j'ai connu quand j'étais chez Brumont il y a 30 ans, donc c'est un vieux monsieur, mais qui a une sacrée expérience. Et vous verrez ce qu'il dit, et il dit ce que moi je pense et que je prône, il dit les vrais grands vins, c'est ceux qui durent longtemps, quoi. Ceux qui sont très bons jeunes, ça peut être les grands, mais c'est au bout de 10-15 ans qu'on juge un domaine. Parce que faire bon, au bout de 3 ans, il y a des centaines de domaines qui en sont capables. Quand vous regoutez 10 ans après, il y a beaucoup de vins qui ont disparu, et même des vins grands qui, au bout de 7-8 ans, vous voyez, je sais pas, il y a eu à une époque des grands bourgognes blancs qui, au bout de 6 ou 7 ans, deviennent vieux. Ben, c'est incroyable. Vous vous dites, à 100 € la bouteille, il y a un problème. Et parce qu'on a voulu faire des vins dans la facilité, avec des rendements plus forts, on a voulu gagner trop d'argent. Et souvent, les deux vont pas ensemble. Il y a eu un gros problème en Bourgogne. Moi, je fais les frais assez souvent dans mon métier, où des appellations extrêmement prestigieuses, où on se dit, mon Dieu, c'est pas normal du tout qu'un 2012 soit fatigué comme ça. Il y a une oxydation hyper présente, il n'y a plus de vin, c'est plat, ça c'est dommage, mais parce qu'on a voulu s'adapter à la consommation et tout très vite à la consommation plus immédiate. Donc ça, c'est un peu la cuvée emblématique du domaine. C'est comme on dit en français, le flagship du domaine. C'est le porte-drapeau parce que c'est la plus connue en volume, hein. C'est la plus produite des grandes cuvées et la plus ancienne. Après, on a 4 grandes cuvées en rouge, donc on peut préférer l'une, l'autre, ou toutes, ou rien. Mais celle-là, c'est historiquement la plus connue. Le domaine, autrefois, s'appelait Foncône, d'où Esprit de Foncône. Et j'ai changé le nom en 2000 parce qu'un négoce de mauvaise qualité s'appelait Domaine Foncône. Donc, on m'a conseillé de changer de nom. Et parce que je ne voulais pas m'appeler Domaine Chabanon, au début, ce n'était pas dans mon idée du tout. Je voulais me cacher derrière ma bouteille. Et donc voilà, après, les copains m'ont dit, tu t'appelles Chabanon, il faut changer de nom. Appelle-toi Domaine Chabanon. Et au début, j'écrivais tout petit sur l'étiquette, sauf qu'on ne voyait rien. Donc après, chaque année, j'ai augmenté d'1 millimètre, comme ça me choquait moins. Maintenant, c'est écrit en gros, hein, vous verrez, maintenant, on voit. Là, je suis dans le monde moderne. Ah, c'est super, en tout cas c'est une belle cuvée, moi je trouve. Ton portrait derrière, comme Bernard Magré. Le logo c'était devenu mon visage, puis après j'ai arrêté. Non, c'est assez. Là on a un autre, je propose qu'on passe, parce qu'on a tout le monde qui nous attend pour le dîner là. On a un petit peu de retard, parce qu'on a plein de choses hyper intéressantes à dire sur ces vins, mais on a un dîner là qui commence bientôt, avec les gens qui ont la chance d'être à Bordeaux. Et on goûtera justement un ancien millésime. Pour le plat, on a un Boissière 2006 qui est dans la cave en magnum en plus. Alors ça va être un régal. Et on vous dit que l'univers à Bordeaux avait l'une des meilleures cartes, parce qu'ils ont une des meilleures caves avec des vieux millésimes. Là, de 2006 en magnum, ça promet. Donc, on pourra voir illustrer la longévité de ces vins. Donc, ceux qui ne sont pas trop loin et qui peuvent encore venir, on peut peut-être vous accueillir. Si vous avez un jet prévu, vous pouvez venir aussi. Voilà. Donc ça, je propose qu'on passe du coup à la dernière cuvée, saut de côte. Donc le saut de côte, on va en parler. Et vous voyez qu'il y a un petit œuf dessus. Je ne vais pas casser le suspense en disant que ça a été élevé dans un œuf. C'est la dernière cuvée, ceux qui l'ont avec vous. Alors rassurez-vous, si vous avez ouvert 2 ou 3 bouteilles, vous pouvez aussi les garder sans problème. Oui, parce que pas de problème. Ouverte, oui, ça se conserve sans souci. Je pense que c'est Thierry qui disait ça tout à l'heure, qui était un peu inquiet, qu'il n'en avait ouvert que 2, mais honnêtement, il n'y a aucun problème.
L'idéal, si on a un peu peur et on ne va pas les boire dès le lendemain, c'est de les mettre au réfrigérateur, puisque le froid va quand même aider la conservation. Bien sûr, je pense à les sortir avant de déguster, mais je ne serais pas inquiète sur 3-4 jours sans problème, sans que vous voyez une grande différence. On ne parle pas d'un très vieux millésime qui sera fragile, un peu sensible. Là, je pense qu'il n'y a aucun souci, bien touché, bien fermé. Voire avec si vous avez un bac humain qui permet de faire le vide, si c'est un petit peu mieux. Mais si vous mettez au frigo, moi je fais ça, c'est vrai que c'est régulièrement, puis on l'ouvre dans le. Édouard, Édouard, vas-y. Oui, justement, j'ai une question à ce propos, et c'est Nicolas Joly, donc en biodynamique, qui en parlait. C'est est-ce que justement les vins biodynamiques ont plus de capacité à résister à l'oxygénation, à l'oxydation, pardon, après ouverture, et lui disait que ça pouvait tenir plusieurs quasiment semaines, peut-être qu'il était un petit peu excessif, mais est-ce que vous voyez ça pour vos vins? Alors, je ne sais pas si on peut répondre globalement. Ce que je sais qu'effectivement, quand on boit les vins de Nicolas Joly, si on boit déjà des millésimes récents, on est souvent déçu parce que c'est vraiment l'archétype du vin qu'il faut boire pas avant normalement 10 ans, 15 ans, ou les ouvrir. Mais c'est vrai que quand on boit les vins de Nicolas sur un salon où il sert le millésime récent, il a raison sur son domaine, c'est sûr, hein, c'est toujours beaucoup trop jeune. On boit ces vins-là trop jeunes. Après, sur les autres domaines, je ne sais pas si… ça dépend comment on travaille. Il y a une tendance aujourd'hui à travailler à l'abri de l'oxygène. Et quand vous êtes à l'abri de l'oxygène dans l'élevage, le jour où le vin rencontre l'oxygène, il y a une casse qui se fait parce que c'est un peu technique, mais tout ce qui est oxydase est dans le vin. Donc, une oxydase, elle est là pour oxyder. Tant qu'elle n'a pas d'oxygène, elle ne fait rien, elle dort. Nous, on travaille nos vins relativement à l'oxydation. On n'a pas peur de l'oxygène. Et on ne met pas de l'azote partout, on n'en met pas du tout d'ailleurs sur nos cuvées, comme font beaucoup de gens. Donc, chez nous, les oxydases, elles ont vu avant l'oxygène. Donc, elles ont disparu dans les lits. Et donc, on a des vins qui, après, craignent moins l'oxygène. Voilà. Oui, non, c'est ce que j'allais dire. C'est que pour moi, c'est très réducteur de dire que c'est une question de biodynamie ou pas. Je pense que ce n'est pas le sujet. Je pense que c'est une question de vinification. Il y a des domaines peut-être qui sont loin de la biodynamie, mais qui travaillent de manière, effectivement, d'une certaine manière, qui fait que les vins vont mieux résister à l'oxygène. Mais pour moi, c'est une manière, c'est par rapport au travail qui a été fait. Et après, s'en suivra la résistance des vins ou non à l'oxygène. Moi, je suis allée en Allemagne, j'ai fait une dégustation dans un domaine qui s'appelle Marcus Monitor et il nous a montré après, il a fait exprès évidemment, hein, la date d'ouverture de ces vins qui était marquée au dos. Il m'a fait goûter. Moi, je suis très, très sensible aux marques d'oxydation sur les vins. Je sens tout de suite si quelqu'un me sert un vin qui, pour moi, a été ouvert, mais parfois, c'est un vin ouvert de la veille, hein, c'est juste que ça n'a pas supporté. Il nous a fait goûter des vins ouverts depuis des mois. Et il nous a expliqué, mais c'était incroyable, c'était ouvert, les bouteilles étaient ouvertes depuis 3 mois. Sur des rouges classiques, hein, pas forcément sur des vins sucrés qui peuvent un peu supporter l'oxydation, ça dépend. Et là, vraiment sur des vins très classiques, des vins qui tiennent très bien l'oxygène parce que dans sa manière de vinifier, il les a effectivement plus habitués à l'oxygène. Et après, il y a d'autres facteurs beaucoup plus complexes, mais voilà. Pour moi, c'est une question de vinification et de travail qui explique la résistance. Très bien. Et là, on a versé dans les verres le Saut de Côte, ceux qui l'ont avec eux, qui est une cuvée avec principalement du Mourvèdre. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors Saut de Côte, théoriquement, c'est un parcellaire, donc une parcelle qui s'appelle Sau de Coste en patois. On l'a, nous, un peu francisé. Puis à l'export, c'est plus facile côte que de vendre Sau de Coste. Donc, mais c'est une parcelle de Mourvèdre, en fait, et que c'est la plus récente des grandes cuvées, donc créée en 2007. On a commencé à vendre le 2008 d'abord, donc en 2012, parce que le 2007 ne me semblait pas prêt. Et quand on lance une nouvelle cuvée, surtout positionnée en haut de la gamme, on a toujours peur de la réaction. Donc 2007, c'était un millésime qui demandait à vieillir un peu plus. Donc on a vendu 2008, qui était un petit millésime, mais agréable, qu'on a bien vendu. Et 2007, on l'a vendu pour remplacer le 2013 qu'on n'a pas produit. Donc, le 2007, on l'a vendu en 2017, en fait. Et puisqu'il a bouché le trou du 13 qui n'était pas présent, parce qu'en 13, les Mourvèdres n'étaient pas au niveau, donc on n'a pas fait. Donc, Saut de Côte, c'est 2000-2800 bouteilles, donc toute petite cuvée. C'est un Mourvèdre pur élevé dans des œufs en béton. Et je pense avoir été le premier à mettre du Mourvèdre dans des œufs en béton,
puisqu'à l'époque, il y avait des gens comme Dominique Ovette, qui est la reine des œufs, hein, qui a inauguré un peu la chose. Et elle mettait ses blancs, ses cinceaux en Provence. Oui. Tout le monde ne connaît pas. Voilà. Non, bien sûr. Et moi, j'ai mis du Mourvèdre parce que ça faisait longtemps que je voulais montrer modestement le Mourvèdre de l'Hérault par rapport à des Mourvèdres que vous connaissez dans d'autres régions. Et j'avais envie qu'on montre ce qu'on savait faire chez nous. Et comme un jour, j'ai rencontré par hasard l'œuf béton sur une photo, j'ai trouvé ça magnifique. Je ne savais pas du tout à quoi ça servait. Et comme je communique peu avec mes voisins, alors des fois, ça a des inconvénients, mais des fois, ça a des avantages. Donc, comme je ne savais pas, je dis, bah, tiens, je veux montrer du Mourvèdre de chez nous, je vais acheter des œufs, je vais le mettre dedans. Et si j'avais parlé à Dominique Ovette, à qui j'ai parlé 6 mois après, elle m'aurait dit, ben, moi, je mets mes cinceaux et mes blancs parce que ça rehausse la fraîcheur des vins. Et donc, jamais j'aurais osé mettre du Mourvèdre, ça ne se faisait pas. Et en fait, ça marche très, très bien. Et aujourd'hui, il y a plusieurs domaines qui font du Mourvèdre en œuf béton. Donc voilà, c'est tout bête. Hein. Et l'œuf béton a une vertu essentielle, c'est qu'il patine les vins dans l'élevage. Il y a une rotation qui se fait simplement par des changements de température. Et donc, le vin tourne très lentement, se frotte pour imager sur la paroi de béton. Le béton, c'est un matériau qui est poreux relativement. Et donc, il y a une micro-oxygénation permanente qui se fait. Et donc, ça fait des vins très, très patinés, extrêmement fins, élégants. Voilà. Alors, si on aime je schématise, les Pauillac de l'ancienne époque, ben ça, c'est l'inverse d'un Pauillac de l'ancienne époque. Là, on est tout dans la finesse, l'élégance et la distinction. Ce n'est pas des vins qui en mettent plein la vue. Mais je vais te laisser. Et alors, pourquoi la forme d'œuf? Parce que les cuves béton, il y en a un peu partout. Et l'œuf, ça apporte quoi? C'est la forme en elle-même? Ça apporte la rotation parce que dans une cuve classique en béton, quand il y a réchauffement, par exemple, ou refroidissement, réchauffement, le vin chaud, il monte à la surface de la cuve. Au milieu, on a le vin tiède et en bas, ça se joue à quelques dixièmes. Et en bas de la cuve, on a le vin froid. Dans une cuve à neuf, quand le vin chaud monte, comme les copains dessous, ils poussent, ils montent aussi. Ben, quand on arrive en haut, où c'est pointu, ben, ça redescend au milieu. Donc le vin, l'été, il fait comme ça, et l'hiver, il fait comme ça. Parce que comme ça se refroidit l'hiver, il descend. Quand il arrive en bas de l'œuf, il remonte. Donc la rotation varie avec la saison. L'été, ça monte le long des parois. L'hiver, ça descend le long des parois. Donc il se frotte toujours. En fait, c'est vraiment tout bête. C'est les Bourguignons. Enfin, c'est une boîte de Bourgogne, Nomblot, qui a inventé ça il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est la mode totale. Hein. Tout le monde achète des œufs. Parce qu'il y a un mouvement extrêmement lent, quasi permanent, grâce à cette forme ovoïde, qui ne peut pas avoir lieu dans une forme rectangulaire ou classique. Hyper intéressant. Et comment ça se retranscrit du coup dans le vin? Là, déjà, je vois qu'au niveau de la couleur, on a plus rubis que... Ouais, ce que j'allais vous dire, je pense que si vous avez peut-être déjà goûté des 100% Mourvèdre, vous avez sûrement goûté des vins plus noirs et plus... À Bandol, notamment. Ouais. Peut-être que tu peux me parler aussi de ton travail. Alors, normalement, le Mourvèdre, quand on va à l'école, on apprend globalement, je schématise, les Tempiers, les Terres Brunes, les Pibarnons, c'est pas ça, mais le Mourvèdre, globalement, on dit que c'est un cépage qui est un peu animal et un peu rustique. Là, dans les Espagne, oui, cette expression voilà, c'est pas du tout cette expression-là. Et pour vous dire, Terre Brune, qui est un copain, les premières années, quand on s'est croisés, notamment à Vinapogé, il est venu goûter ma gamme. Et il m'a dit, tu sais, Alain, tes vins, c'est très bien, mais alors ton Mourvèdre, là, franchement, je peux te dire que c'est raté. Parce qu'en fait, c'était nouveau que le Languedoc, il n'y a pas que moi qui fait des beaux Mourvèdres. Il y a Barral, il y en a d'autres. Il y a Vaillé en assemblage. Et donc, ils étaient un peu embêtés qu'on s'autorise à faire du Mourvèdre chez nous. Donc, lui, il me dit, ben, le reste, c'est très bien. Voilà, très différent. Et puis l'année d'après, il est venu me féliciter pour le Mourvèdre. Donc, quand on est adoubé par Terre Brune, on se dit que ça va. Parce que c'est quand même un des plus beaux bandoles qui soit, Terre Brune. Dans la finesse aussi, l'élégance. Et le vigneron est aussi un type super. Canal de Lille, comment elle connaît, adorable. Voilà, donc, ce n'est pas l'expression habituelle du Mourvèdre. Ok, donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Charlotte, sur ce Mourvèdre?
Sauf que cette couleur, déjà, elle appelle à l'œil nu. Et magnifique, je trouve qu'elle est en parfaite adéquation avec ce qu'on retrouve en bouche, c'est-à-dire beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. Pour moi, c'est un vin qui est, c'est de la dentelle, tout simplement. C'est très joli sur les parfums parce qu'on retrouve effectivement les marqueurs du Mourvèdre, alors pas sur le côté rustique comme on a parfois, mais sur cette pointe épicée, ces jolis fruits noirs bien mûrs, confiturés, mais pas du tout confits, pas du tout cuits, lourds. Au contraire, c'est très aérien. Alors ça, pour moi, je trouve que c'est parfaitement lié à la méthode de vinification parce qu'on a cette trame avec cette jolie acidité, ces fruits croquants, enfin, c'est croquant, c'est goulayant, enfin, il y a beaucoup de finesse. En même temps, il y a une expression en bouche qui est aussi riche, où effectivement on a envie d'en reboire, on a envie de, enfin, c'est très digeste et en même temps on a envie de manger aussi. Donc clairement, j'ai envie de tu mettrais avec ça, par dîner. exemple? Qu'est-ce que tu proposerais? D'accord. Ça pourrait. Ça pourrait être plein de choses en fait. Hein. Ouais, ça pourrait être plein de choses. Je mettrais un plat élégant, un dos de chevreuil, mais vraiment juste rosé. Enfin, moi, après, j'ai un plat précis en tête qui m'a extrêmement marqué et que j'ai goûté, qui était un dos de chevreuil avec une sauce très parfumée, très réduite au vin rouge et avec quelques copeaux de chocolat dans l'assiette, un chocolat noir évidemment, assez épicé, mais très léger. Là, en fait, la sauce faisait fondre les copeaux de chocolat. Et avec un morceau de foie gras frais collé dessus, donc c'était exceptionnel. Le chevreuil n'était pas fort du tout, hein. C'est une viande qui est au contraire très délicate, magnifiquement élégant. Il y avait une tombée de chou rouge en dessous. Voilà, là je vous parle d'un plat précis parce que je l'ai en tête, hein, et que je trouve que ça irait juste magnifiquement avec ça. Ah oui, je vois bien avec ça. Bon, après, c'est un plat très élaboré, mais tout simplement, on pourrait trouver d'autres choses aussi. Hein, du canard, par exemple, ça pourrait être très bon. Un joli magret de canard, ça serait superbe aussi. Ça pourrait être un poisson aussi. On pourrait avoir un poisson si on fait l'effort d'avoir. Moi, j'ai déjà fait ça à la maison, une réduction de vin rouge, donc vraiment une sauce très réduite. Donc ça corse le poisson. Hein. Il faut un poisson qui a un peu de caractère avec une tombée d'échalote, par exemple. C'est superbe. Parce que ça respectera la finesse du vin et la sauce sera vraiment un clin d'œil. Oui. D'ailleurs, pour faire le lien avec ce que tu dis, ce soir, on va goûter en plat, on aura du poisson avec une sauce avec chorizo notamment, qui va permettre d'accompagner merveilleusement le poissien. Ce sera intéressant. Voilà, parce que on sait que tout le monde ne mange pas de viande, donc c'était important pour nous de proposer une alternative avec du poisson. Et là, le chef propose le poisson avec un jus corsé, justement, parce qu'il faut que ça soutienne le vin rouge. Et le chorizo, surtout sur un millésime évolué comme 2006, Boissière, qui sera parfumé sur une pointe épicée, c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut. Il nous faut un petit kick sur le poisson et quelque chose qui peut soutenir le vin rouge. En fait, les accords mets vins, c'est que ça, c'est des petits clins d'œil à des moments qui fait qu'on a une cohérence et qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe et souvent une émotion qui peut se dégager. Moi, j'adore ça. C'est quelque chose qui me passionne. Ce soir, on va sortir du classique vin rouge égale viande rouge. Avec ça, et c'est très adapté à la finesse de la cuvée qu'on va goûter sur les Boissière. plus beaux compliments que j'ai eus, c'est quand on m'a dit on a l'impression que si on goûte juste le plat, si on goûte juste le vin, il y a quelque chose qui manque. Et la convergence des deux est juste sublime, et il y a une vraie émotion qui se passe. Même si les accords mets vins, ça reste extrêmement subjectif, il peut y avoir de grandes émotions. Et moi, même, j'en ai eu des grandes. Quoi. Et c'est pour moi, le vin, effectivement, Alain, tu l'as magnifiquement dit, en France, en Europe, il y a une tradition gastronomique. Moi, je suis folle de gastronomie, évidemment, et pour moi, ça va de pair. Et l'émotion n'est que plus grande si on partage un grand vin avec un grand plat. C'est amusant. Ça se partage. Et ça se partage, évidemment. Oui, je ne peux pas tout seul. Donc là, c'est le premier clin Peut-être d'œil. un Armagnac, peut-être moins, mais un Armagnac le soir tout seul, c'est bien dans son fauteuil. Mais le vin, ça appelle un peu plus. Il y a au moins une personne en face pour la communion. Oui. Communion. Voilà.
Ah, c'est vrai que le clin d'œil par rapport au dîner de ce soir, avec l'accord un peu surprenant et inhabituel de poisson avec un vin rouge, parce que c'est un vin rouge d'une grande finesse, on va goûter qu'on ne goûte pas ce soir avec les Boissières, qui est avec une dominante de grenache dedans, et qui a beaucoup de finesse avec le millésime ancien, le chorizo. Et par rapport à ce que tu disais, les accords avec la sauce pour le chevreuil avec du chocolat, justement, ce soir, on a prévu de boire le saut de côte en dessert avec un dessert chocolaté. Donc, ce vin que vous avez là, qu'on goûte ce soir, on va le positionner pour le dîner avec le dessert, un dessert chocolaté. C'est sûr que chocolat noir, vin rouge, ça marche bien. Après, il faut voilà, un bon dosage, un dosage subtil en sucre. Hein. Évidemment, dès que c'est trop sucré, ça passe plus difficilement. On peut avoir un clin d'œil si on ajoute des fruits rouges. Ça, c'est classique, mais ça marche très bien. Il y a aussi des fruits rouges dans le vin. Il y a aussi une dose de fruits rouges. Et par rapport à ce que tu disais sur le côté aérien et dentelle, je trouve qu'on le sent vraiment en bouche. On a un côté soyeux, presque velours, mais un velours très léger, donc plutôt soie. Et quand on le fait tourner dans la bouche, on a vraiment cette sensation, je trouve, qui est physique, hein, d'avoir de la dentelle qui s'excite autour de la bouche, qui virevolte un petit peu dans la bouche. Et ce mot dentelle que tu as utilisé, je trouve qu'on le ressent vraiment dans la bouche. Si vous avez cette cuvée, peut-être que vous le ressentez, n'hésitez pas à le faire tourner. On a l'impression de l'avoir. On se projette dans l'œuf béton, on a l'impression de tourner et de voir cette dentelle qui virevolte autour. C'est vraiment un vin que je trouve délicieux, très charmeur. Longueur aussi, c'est hyper intéressant parce que c'est très long en bouche. Les arômes nous restent sur le palais magnifiquement. C'était un pari au début, hein, le Moret dans l'œuf béton, comme je dis, puis ça ne s'était pas fait. Et 3 ans notamment, beaucoup de gens doutaient en disant le vin va être réduit, râpé, détruit par les 3 ans d'œuf béton. Et en fait, pas du tout. Il a tenu parce qu'aussi c'est un Moret parcellaire. C'est les Morets de quel âge? Bien mûr. Chez nous, on n'a pas c'est pas des vignes très vieilles, c'est des vignes qui ont 25 ans. Oui, quand même. Oui, on voit que c'est jeune. Oui, mais si on dit ça des Bourguignons, ils trouvent ça que c'est très jeune. Pour nous, c'est déjà des vignes âgées, puisqu'on n'a pas d'histoire vieille sur ces cépages-là. Voilà, c'est vraiment un vin qui est magnifique. Bravo encore, merci beaucoup pour cette dégustation. On ne va pas trop s'attarder parce qu'il y a les invités qui nous attendent pour le dîner. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une ou deux questions rapides qui vous démangent, que vous voulez poser à Alain ou à Charlotte qui sont avec nous. Édouard nous dit qu'il va entendre quelques années pour ouvrir ses 2016. Ok, ben, tu nous tiendras au courant parce qu'effectivement, c'est un vin, bien. On peut le boire tout de suite là, dans sa jeunesse. On l'aère un petit peu et il est très agréable dans la jeunesse. Jeunesse, hein, il a quand même 5 ans déjà. Mais je pense que c'est vraiment un vin compte tenu de l'équilibre entre la structure et une belle fraîcheur, une acidité. L'acidité, comme on disait, ça remonte, ça permet de durer, comme tu disais, Charlotte. Donc effectivement, tu peux très bien le garder pendant quelques années sans problème. Je regarde si on n'a pas raté des questions dans le chat. Il faut faire un repas à Paris. Ah oui, région parisienne. Un repas en région parisienne. N'hésitez pas, avec plaisir, si vous voulez organiser un petit groupe, etc., nous, ce sera avec plaisir qu'on pourra organiser ça. Si vous avez une dizaine de personnes qui sont motivées. Alors, juste, je précise, moi, a priori, je n'aime pas le virtuel du tout. Donc, ce soir, j'étais un peu inquiet parce que regarder un œil de caméra, ce n'est pas mon truc. Par contre, un repas avec des gens n'importe où, j'adore ça. Donc, si un jour, il y en a qui veulent organiser à Paris ou ailleurs un truc, moi, je viens avec plaisir. Ça, je fais, alors que j'ai du mal à aller chez les cavistes parce que ça me garde de faire la tournée. Ça pourrait se faire le soir de Vinapogée. Ah oui, mais il y a déjà ce jour-là. Alors il y a déjà la polée, ouais. Enfin, pas il y a une déjà la polée, ouais. Effectivement. Ouais. Qui c'est qui parle? C'est Thierry, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui, il y a la polée où on mange avec les vignerons et avec des vins encore plus. En général, les gens mettent encore une cuvée encore plus notable sur la polée. Qui a son apogée, comme son nom l'indique. Super. Bon. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous surtout, c'était super intéressant. Ouais. Merci Thierry. Belle découverte. Profitez des vins encore, n'hésitez pas à les conserver les biens, comme on a dit. Hein, vous n'êtes pas obligé de terminer les 3 bouteilles ce soir. Allez-y raisonnablement et vous pouvez les voir sur les 3 prochains jours tranquillement et n'hésitez pas à les partager avec eux. Très rapidement, le contexte quand même de cette dégustation, c'était justement qu'on
on est en cours de projet de levée de fonds avec le domaine Chabanon, qui finance en fait l'installation de panneaux photovoltaïques sur le hangar au domaine, qui permettront du coup au domaine d'être autosuffisant en énergie. Ça va lui permettre du coup d'alimenter toutes les machines du domaine, le groupe de froid, toutes les pompes, etc. Mais également les véhicules, puisqu'il y a, pour aller dans le vignoble un petit peu autour, quelques kilomètres, le personnel se déplace avec des véhicules utilitaires. Et donc, il va y avoir une flotte de véhicules utilitaires électriques qui seront rechargés par les panneaux photovoltaïques. Et Alain, même s'il dit qu'il est un petit peu traditionnaliste, il est quand même très ouvert d'esprit. Et du coup, il a commandé en avant-première l'un des premiers tracteurs électriques, donc 100% électrique. Oui, on a la photo. Je peux la partager si vous voulez. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un petit tracteur électrique parce que, si vous voulez, les tracteurs électriques, ça commence à exister dans les domaines où on a des moyens, mais ce sont des gros tracteurs électriques. Et il y a une boîte californienne qui est en train de créer un petit tracteur électrique. Donc, un tracteur dans la décroissance, si on veut. Vous allez voir la photo, c'est un petit bébé qui marche à l'électricité. Et donc, il marchera non pas au nucléaire, mais avec notre électricité à nous. Et, donc ça, on a très envie de la voir rapidement. Voilà le tracteur électrique. Voilà le bébé en question. Qui est assez petit, effectivement, et qui se déplace entre les vignes, 100% électrique. Et ça, c'était une photo qu'on voyait sur le toit du hangar avec des panneaux photovoltaïques qui vont être posés. On va montrer. Ouais, ça, c'est une vigne. C'est laquelle, cette vigne? Alors, je ne sais pas. C'est à Montpérou, ça. C'est sous le vieux château de Montpérou. Au bout, on a le château. Et donc, Esprit de Foncôte sert en partie. Et ça, c'est le domaine vu du drone. Avec quelques oliviers devant. Alors, on a une belle région. On parlait de biodiversité tout à l'heure avec les différents arbres. On voit que là, il n'y a pas que de la vigne, hein, comme sur certaines appellations. On a beaucoup de diversité d'autres plantes qui apportent des habitats pour des autres animaux et insectes qui vont protéger aussi la vigne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter le domaine. Alain sera ravi de vous accueillir. C'est marqué dans le texte. Je n'ai pas eu droit à voir le texte avant qu'il écrive. Il faut appeler avant, hein, parce que sinon on a des jours. Sinon, honnêtement, je suis ravi, mais voilà. Mais il faut prévenir avant. Il faut prévenir alors. Parce que le problème, quand on est un poil connu, alors je ne me mets pas, il y a des gens bien plus connus, mais c'est il y a peut-être 150 personnes chaque année qui veulent voir le vigneron. Et les gens, ils croient, mais moi, je ferais pareil à leur place. Ils croient que je suis super disponible. Là, par exemple, samedi, il y a 3 nanas qui m'ont écrit, puis téléphoné, écrit, on voudrait visiter, mais avec vous, avec le vigneron. Moi, je travaille 6 jours sur 7, il y a des jours où on n'a plus envie. C'est pas... Et si on commence, en plus, ils disent, ouais, mais 20 minutes, vous nous parlez. Mais non, ça dure, parce que moi, ça va durer 2 ou 3 heures. Alors, je suis très content, mais en même temps, le 6 jours sur 7 depuis 30 ans, au bout d'un moment, c'est... Après, il y avait des gens comme Laurent Vaillé, qui était un pote, hein, qui, lui, recevait quasiment pas. Donc, comme ça, au moins, il n'avait pas cette pression-là. Il en avait d'autres, hein, donc je n'en dis pas ça. Mais, vous savez, c'est un métier, on a des gens qui arrivent le dimanche matin. Alors maintenant, on a un portail qui arrive. Et si vous leur dites non, ils disent, mais il se prend pour qui ce type, quoi? Et je dis, mais attendez, moi, je viens chez vous quand vous travaillez à la poste ou je ne sais pas où, à la banque. J'arrive à 5 heures, à 5 minutes avant l'ouverture. Est-ce que vous restez ouvert pour moi? Ben non, vous me dites, monsieur, c'est fermé. Et donc, quand on a un portail, on ne vexe pas les gens parce que là, ils ne rentrent pas. Mais quand on n'a pas de portail, il dit, le type, il ne veut pas nous vendre du vin le dimanche. Le gars, il me dit, mais monsieur, j'arrive de Belgique ou de Lille, vous n'allez pas. Ben non. Mais je comprends que c'est vexant. Mais donc, il ne faut pas vexer, il faut mettre un portail. Voilà, prévenez à l'avance. Prévenez avant. Ouais, c'est ça. Après, je suis ravi, vous voyez, qu'au début, je ne parle pas, mais après, je parle. Donc, prévenez-le un petit peu à l'avance. Par écrit, hein, parce que les messages téléphoniques, on en a trop, ça sert à rien. Et allez voir donc, sur son projet sur le site Winefunding, qui est bien décrit avec toute l'approche sur l'autonomie électrique, qui lui permet d'être complètement autosuffisant. C'est-à-dire qu'avec. Et cohérent avec nos idées. C'est dans la continuité, c'est exactement de l'approche bio et biodynamique, parce que d'avoir de l'électricité produite par des centrales thermiques, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, d'avoir l'électricité produite naturellement sur le domaine par le soleil qui est là en abondance,
c'est complètement cohérent, c'est dans la continuité. Donc, c'est pour ça que ce projet nous a beaucoup plu et ça a très bien fonctionné puisque en quelques jours, on a atteint l'objectif souhaité, le minimum pour pouvoir financer en partie les panneaux photovoltaïques et le tracteur électrique. Et l'idée, c'était en complément prendre un prêt bancaire. Donc, on a étendu et vous avez toujours la possibilité de soutenir, ce qui permettra de réduire le prêt bancaire et de passer uniquement par des financements alternatifs par ce biais-là. Et vous recevrez du coup, maintenant la formule en prêt avec les intérêts en 20 est terminée parce qu'on avait un maximum qui a été atteint très rapidement. Et donc, on a ouvert la possibilité de souscrire sous forme de remboursement intégralement en 20. Donc, c'est assez sympa parce que vous allez recevoir pendant 3 ans chaque année le nouveau millésime qui est disponible et vous avez différentes formules que vous pouvez voir sur le site. Ça permettra de découvrir chaque année les nouveaux millésimes et de voir effectivement à la fois la continuité parce qu'il y a quand même une régularité. Je ne sais pas si on suit les vins depuis plusieurs années, d'habitude des plein de millésimes. Je trouve qu'il y a une régularité assez exemplaire et de découvrir les spécificités de chaque millésime. C'est assez sympa. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot pour conclure. Ah ben oui, je voulais remercier Charlotte parce que c'est toujours agréable d'être secondé. Enfin, secondé, pardon. Là, c'est un peu plus gentil. Non, je serais ravie, je serais ravie. Non, mais je n'aime pas décrire les vins parce qu'autant je peux expliquer comment ils sont faits. La description, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait par quelqu'un d'extérieur. Parce que des fois, je vois des vignerons qui disent, vous savez, ce que je fais, c'est extraordinaire. J'ai un terroir fantastique. Déjà, je ne sais pas comment on peut dire ça de soi. Et puis, je suis le meilleur vigneron. À part Alain Delon qui dit ça. Et voilà. Et puis, merci à toi aussi parce que tu as été, comment dire, opiniâtre et tu n'as pas lâché l'affaire. T'es-tu un peu comme toi, peut-être? Un peu. Non, mais j'avais lancé l'histoire en me disant, ça ne va pas accrocher, donc je vais être tranquille. Mais en fait, il ne m'a pas lâché jusqu'à ce que ça se passe. Mais tu as eu raison parce qu'avec moi, il faut faire. Ouais, voilà. Je savais que tu serais à l'aise. C'est vrai que ce n'est pas évident de parler à la caméra. Merci à vous pour votre participation parce que ça donne aussi l'événement plus convivial et ça met à l'aise aussi les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la caméra. Et à Paris, quand vous voudrez. Ou ailleurs. Hein, merci à tous les deux. Merci. Alain, merci Charlotte. Ouais. Merci à tous pour la participation. Et on va passer au dîner avec tous les convives qui nous attendent. Bonne soirée à tous et à la prochaine.